On a enfin le fin mot de l'histoire à l'Assemblée nationale, la pièce de théâtre a pris fin, des pépites comme s'il en pleuvait, il est l'heure du 75e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Quel plaisir de vous retrouver les amis pour votre émission politique sur Juste Milieu. Vous le savez, c'est le rendez-vous du mercredi soir à 18 h. On se retrouve pour décortiquer l'actu politique des 7 derniers jours écoulés. Je peux vous dire que cet épisode, c'est raclette suivi d'une fondue et au dessert, on repart sur un pitivier. Beaucoup de plaisir qui vous attend. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est important, pour soutenir l'aventure, tu sais, parce que c'est pas qu'un physique, il y a aussi du travail derrière. Donc c'est le petit abonnement, vous le savez, le bouton s'abonner, ou alors le petit pouce, ça mange pas de main, ça fait toujours plaisir. Sacré nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Mais avant d'attaquer les réjouissances, on va commencer pour la mise en jambe avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, parce que c'est vrai que c'était l'actualité chaude du moment avec les grèves qui paralysaient un petit peu le pays, notamment dans les transports et autres, les raffineries et tout ça rentre un petit peu dans l'ordre en ce moment. D'ailleurs, vous noterez qu'on n'en parle plus du tout. Ouais, c'est pas faux. Comme quoi, il y avait peut-être une mise en lumière excessive. Enfin bon, bref, c'est pas le débat. La question que je vous posais la semaine dernière, c'était justement, soutenez-vous la grève? Et le résultat est assez intéressant. Vous avez été près de 2000 à répondre. Le oui l'emporte avec 1546 votes. Et le non est avec 343 votes. Donc, on voit quand même que c'est pas si tranché que ça. Bon, oui, le oui l'emporte, j'en conviens, mais c'est intéressant de voir la petite disparité qu'il y a au niveau du non. Et cette semaine, nouvelle question, parce que c'est vrai que la motion de censure, c'est le grand thème de la semaine, on va en parler plus que de raison dans les minutes qui suivent. Et justement, vous, chers Français, chers spectateurs, auriez-vous voté la motion de censure contre le gouvernement? Alors, qu'elle soit RN, UPS ou autre, auriez-vous voté une motion de censure contre le gouvernement? Oui ou non? Les liens pour voter sont dans la description de la vidéo. Résultat la semaine prochaine. Et au fait, toi, l'Auvergnat, là, qui sent façon... Bon, je reblochon, enfin, je sais, j'ai pas les paroles, mais toi qui regardes cette vidéo, j'ai une surprise. J'ai une surprise, je peux pas en parler trop fort, ça reste vraiment entre nous, faut pas partager cette affaire, mais sur la newsletter Juste Milieu, la lettre d'information, tu sais, c'est gratos, vous êtes plusieurs dizaines de milliers à être inscrits toutes les semaines, il y a de l'info exclusive qui sort, c'est que du plaisir. Demain, donc c'est-à-dire au moment où j'enregistre, le 27 octobre à 18 h, il y a une surprise. Il y a une surprise expressément pour les gens inscrits à la newsletter, c'est ça, c'est la terre du juste milieu, c'est le petit nom qu'on a trouvé, mais Dimitri, calme-toi. Si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Le lien est dans la description de la vidéo, vous pouvez vous inscrire, c'est une surprise qui va durer seulement 4 jours. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais inscrivez-vous. Inscrivez-vous à la liste, vous allez voir, c'est absolument zinzin. Tu vois, j'en perds la voix. Alors on va attaquer, vous le savez, comme d'hab, avec un petit peu le contexte général de l'actualité politique. Et la première grosse info, c'est sur le projet de budget 2023. Bon ça y est, surprise terminée, 49.3. Bah oui, en fait, l'utilisation du 49.3. Elisabeth Borne a chaussé son plus beau sourire pour venir dire, voilà... on vous emmerde en fait d'une certaine manière parce qu'on va le faire, et c'est vrai que le spectacle avait été entretenu pendant de trop longues semaines, on savait que ça allait finir comme ça, et puis voilà, ça a fini comme ça. Alors là, je suis étonnée. Alors, est-ce que le cirque a pris fin avec l'utilisation du 49.3 justement? Non, c'est ce qu'on va voir plus loin dans la vidéo. Je fais monter la mayonnaise. C'est mon côté Joël Robuchon, parce que je vous connais, vous êtes des gourmands de l'actu. Vous voudriez que j'en parle tout de suite. On va attendre un peu, parce que faut aller en Grande-Bretagne avant ça. Ah oui, en Grande-Bretagne, c'est l'ami Liz Truss. Ça, c'était le 20 octobre. Liz Truss, vous le savez, qui avait été nommée première ministre en Grande-Bretagne en remplacement de Boris Johnson. Et elle a perdu contre une laitue. Ouais, il y avait eu un petit jeu sur l'internet britannique où ils avaient mesuré la durée de longévité entre Liz Truss et une salade, une laitue. Enfin, je sais pas, je suis pas vegan. Donc la salade a gagné. Ouais, 45 jours, la salade était encore en forme et Liz Truss a été débauchée. Donc forcément, Emmanuel Macron a sauté sur l'occasion, ça c'est un petit peu son truc. Et il a dit, je souhaite que la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible la stabilité. Écoute. Je souhaite que, en tout cas, la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible la stabilité, aller de l'avant. C'est bon pour nous et c'est bon pour notre Europe.
Faut résumer un peu cette séquence parce qu'elle est très symbolique. Emmanuel Macron, si tu veux, c'est un dirigeant dont les citoyens de la France, du pays qu'il dirige, se posent une seule question à l'heure actuelle, c'est comment peut-on le dégager du pouvoir? T'as des motions de censure, t'as des trucs comme ça pète de partout, mais le mec va t'expliquer la stabilité en Grande-Bretagne. Voilà. Au moins, en Grande-Bretagne, se pose la question d'une stabilité. C'est-à-dire qu'au moins, il y a des changements de gouvernants. En France, non. Donc c'est sûr qu'on est forcément stable quand... on se maintient tout seul au pouvoir. Enfin bon, bref. Non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'est un autre débat. On a appris forcément, la succession a été bien plus rapide que celle de Boris Johnson et c'est désormais Rishi Sunak qui a pris la suite. Alors, il a une bonne tête, tu dis, il a l'air sympatoche, tu peux passer un bon moment. Ah ben oui, tu passes un bon moment. Rishi Sunak, on parle d'une fortune estimée à 800 millions d'euros environ, dont la femme est la fille d'un des plus grands milliardaires indiens. On parle d'un ancien banquier d'affaires chez Goldman Sachs, qui a de belles casseroles derrière lui. Il avait eu la green card américaine justement pendant un paquet d'années, ce qui avait fait un petit scandale en Grande-Bretagne quand ça avait été révélé. Sa femme a profité d'un statut fiscal avantageux pendant un paquet d'années aussi, ce qui lui a permis de ne pas payer au fisc britannique l'équivalent de 24 millions de livres. La monnaie, pas la bibliothèque, Dimitri. Ça, c'est pas très drôle. Enfin, on est sur un profil assez sympa, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché la presse, alors sûrement à juste titre de fait, de faire la comparaison entre Rishi Sunak et Emmanuel Macron. Est-il le Macron britannique ? Ils font partie de la même génération, c'est clair. Ils ont été tous les deux ex-banquiers d'affaires, c'est vrai. Ils sont tous les deux bosseurs. Il faut reconnaître chez l'un et l'autre. Rishi Sunak, c'est quelqu'un qui travaille dur. Il connaît tous les détails de son dossier, un peu comme le président Macron. Donc il y a beaucoup de comparaisons. Mais... Eh bien, bon courage, nos amis british. Et on va attaquer le petit tour des partis politiques avec La République En Marche, parti monarchique oblige ou présidentiel, il faut faire ce que vous voulez. C'était le 23 octobre avec Agnès Pannier-Runacher. Voilà. Comment commencer de la meilleure des manières à cet épisode? C'était sur BFM TV. Bon, bah là, Agnès... Elle nous a fait du Agnès. Le problème d'Agnès Pannier-Runacher, c'est qu'elle a piraté la farce tranquille. Je ne sais plus ce que sont les pépites de la semaine, des informations normales. Elle a clairement hacké mon cerveau. To hack my brain, comme on dit dans l'Arkansas. C'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Elle a parlé, tu vois, j'en perds mon latin. Elle a parlé du pétrole russe, Agnès, et elle a dit que... alors tu sais, au départ, on t'avait dit, oui, on va mettre l'économie russe à genoux, tout ça, on arrête d'acheter quoi que ce soit de russe, même des montagnes russes, enfin vraiment, on était vénère sur le coup. Là, Agnès, elle nous dit, non, mais en fait, on déconne, on continue d'acheter du pétrole, en fait. Mais promis, c'est bientôt fini parce que on fait ça intelligemment pour pas que ça ait un impact dans le quotidien des Français. Ben, ça marche bien. Vous nous confirmez que la France importe toujours du pétrole russe ? Oui, tout à fait. Je le redis, le pétrole russe non raffiné. Il n'y a pas de sanctions aujourd'hui sur le pétrole russe. Encore une fois, l'idée est que les sanctions soient violentes pour la Russie, pas qu'elles désorganisent la vie quotidienne des Français. Forcément, le journaliste un petit peu taquin est revenu sur l'affaire des cols roulés. Vous savez, au moment donné, où Bruno Le Maire s'était dit dans un élan d'intelligence, c'est assez rare pour le souligner, qui, pour économiser de l'énergie, il allait mettre un col roulé. Puis dans la foulée, on les avait tous vus avec un col roulé. Macron, même Pannier-Runacher, Elisabeth Borne avait enfilé sa plus belle doudoune. Enfin bon bref, c'était absurde. Et Agnès Pannier-Runacher a expliqué hasard du calendrier. Il y a beaucoup de fantasmes derrière ça. Aujourd'hui, nous sommes au travail sur les choses sérieuses. Moi, j'ai pensé à un plan pardonnez-moi, mais sobriété. c'est très sérieux, parce qu'on vous voit avec un col roulé, mais vous n'avez pas été la seule. C'est très sérieux. Ça fait partie du plan de communication du gouvernement. Non, pas du tout. Je vous rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je suis ministre, et c'est la première fois qu'on me signale que je porte un col roulé. Et donc, ça montre bien qu'il ne faut pas se tromper de combat. Alors voilà, bon, si vous voulez, c'est plus une question qu'ils nous prennent pour des idiots. Parce qu'à la limite, en les ayant réélus, ils ont pas tort non plus de le faire. Mais je pense qu'ils sont dans le métavers, en fait. Ils ne voient pas le même réel que nous. Parce que tu avais Gabriel Attal sur France Inter le 23 octobre, alors pareil, tu vois. Là, à mon avis, ils sont dans une société où ce qu'ils disent est vrai. Mais dans la nôtre, non. C'est juste, voilà, c'est le passage frontière. Tu es au niveau du Pertus, c'est pas évident. Gabriel Attal qui dit « J'ai eu une bonne vision de la gestion de la crise du Covid par le gouvernement et j'ai vu à la fois un Premier ministre et des ministres chercher en permanence des décisions qui étaient dans l'intérêt du pays, de la protection des Français. » C'est pour ça que certains ministres sont poursuivis par la Cour de justice de la République. Ouais, ben, nickel. Moi, ce que je peux dire, simplement, j'étais pas
encore ministre du budget à l'époque, ni même porte-parole du gouvernement. J'étais secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Je n'ai pas été immédiatement dans la gestion de cette crise, mais j'ai eu une bonne vision de la manière dont elle était gérée. Et ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai vu à la fois un Premier ministre, des ministres en permanence chercher les décisions qui étaient dans l'intérêt du pays et dans la protection des Français. Après, voilà, il y a la justice qui fait son travail. Il y a beaucoup de choses qui ont été d'ores et déjà dites sur la gestion de cette crise. Il y a eu des rapports parlementaires, des commissions d'enquête. Il y a aujourd'hui une affaire judiciaire. Et puis sur le 49.3, on y arrive tout doucement. Gabriel Attal, tu vois, la journaliste qui dit « Ouais, bon... » Voilà, non, mais je veux dire, quitte à contourner la démocratie, il fallait le faire un petit peu franchement, non? Et là, Gabriel Attal, il a dit quoi? Vous êtes en train de dire que nous sommes des méchants? Des vilains garnements? Des bandits de grand chemin? Non, on a fait le 49.3, mais on a été sympatoche. Parce qu'on a pris le temps de la discussion. On aurait pu le dégainer plus vite. Ah, merci Seigneur. On a débat, et d'ailleurs, on est allé au bout des débats, puisqu'on a fait tout le temps qui était prévu pour les débats sur ce PLF jusqu'au mercredi soir. Vous êtes juste arrêté avant les super profits. On s'est arrêté. Non, mais on s'est arrêté au moment où le débat était prévu de s'arrêter. Et je rappelle que encore quelques jours avant, notamment dans les médias, on entendait qu'on dégainerait le 49.3 sur le budget de l'État au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours. On a passé 10 jours à débattre sur le budget. On est allé au bout de ce qui était prévu. Du côté du Rassemblement national, alors c'est vraiment voilà, mon espoir déchu de la semaine. J'en parle avec un pincement. Un pincement au cœur. J'ai cru quelques instants dans la nature, la démocratie et les valeurs qui font le ciment de la France. Tout cela avant, sympathiquement, de m'asseoir dessus. Et c'est vrai que, ça c'est Marine Le Pen, le 24 octobre, ça y est, c'était le jour de dépôt des motions de censure à l'Assemblée nationale. Et là, Marine Le Pen nous a offert, tu vois, un rebondissement digne des plus grands films de Christopher Nolan. Elle a eu cette allocution où elle a déclaré ceci. Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Effectivement, c'est le début en fait du dernier acte de la pièce de théâtre. Pour ceux qui croyaient encore en une opposition à l'Assemblée nationale, ça commence comme ça a commencé comme ça, comme dirait l'autre, avec Marine Le Pen qui déclare que les députés RN se disent prêts à voter la motion de censure de la NUPES, qui est un véritable bouleversement. Alors que jusqu'à présent, on avait eu droit à une cour d'école où les oppositions disaient « Non, moi j'ai ma motion, je voterai pas la motion de l'autre ». Voilà, c'était une cagolerie niveau les anges de la télé-réalité. Mais là, Marine Le Pen renverse la table et forcément à ce moment précis, on est le 24 octobre, il est autour de 17h, tous les regards se tournent vers les Républicains qui sont ceux qui peuvent faire basculer cette affaire et faire en sorte que le gouvernement soit dissous. Et là, patatras, nouveau rebondissement, les Républicains sont des lâches. Ouais. Par la voix d'Olivier Marleix, on apprend que les Républicains ne voteront ni la motion de censure du RN, ni celle de la NUPES. Alors vous le savez, c'est tout le rôle d'une motion de censure, d'entraîner cette dissolution du gouvernement. Et les Républicains officiellement reconnaissent n'être qu'une opposition de pacotille, que des lâches, d'une certaine manière, qui tortillent du cul, pour être tout à fait cru, au moment de voter une motion de censure d'un parti dit d'extrême, que ce soit gauche ou droite. En revanche, pour faire voter un chien des électeurs morts à leur primaire, là, il n'y a aucun problème. Donc on voit définitivement que le parti des Républicains s'est tiré une bastos dans la tête. Debout! Et c'est vrai que ça m'a fait chialer, parce qu'Olivier Marleix, c'est quand même un type qui n'est pas très fan de la Macronie. C'est celui qui a porté le dossier, qui a mené l'enquête, notamment sur l'affaire Alstom, tu sais, qui a fait trembler pendant 5 minutes le gouvernement, parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Vu la quantité d'affaires, heureusement qu'ils en ont rien à foutre d'ailleurs, mais Olivier Marleix, je me suis dit, lui, enfin quelqu'un qui a un peu de courage, tu vois. Moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été entendu. En tout cas, d'ailleurs, il y a un simple fait, c'est qu'il n'a absolument pas fait mention ce jour-là de l'étude qu'il avait demandé. Pourquoi ne pas au cabinet d'audit qu'il a commandé lui-même. Qu'il avait demandé lui-même, qui a quand même coûté 300 000 €. Pourquoi est-ce qu'il ne nous en a pas parlé? Et c'est vrai que c'est assez dommage. Et quand même, bonnet d'âne pour changer. Alors c'est vrai que c'est un peu le PSG du bonnet d'âne, parce que chaque année, presque, elle le gagne. C'est Raquel Garrido. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne la mets pas du tout, je ne parle pas de toute la NUPES et de toute la France insoumise. Mais Raquel Garrido, quand même, dans ce semblant d'élan démocratique et républicain, avec Marine Le Pen qui dit que les députés RN sont prêts à voter pour la motion de censure de la NUPES. Raquel Garrido qui tweet 3 minutes après, quelque chose comme ça, et qui dit « Je suis heureuse que le RN soit obligé de reconnaître le leadership de la NUPES », alors que Marine Le Pen avait bien dit cela dans son discours. Une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique, ni même d'une sorte d'exercice imposé.
Elle est pour nous, lorsque les circonstances l'exigent, l'expression solennelle et responsable d'une défiance républicaine et démocratique face à un pouvoir gravement défaillant. Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes. Voilà, l'idée était d'abord de défendre l'intérêt des Français et que quand l'intérêt des Français est en jeu, les bisbilles politiques doivent s'effacer. Raquel Garrido, il voit quand même là l'intérêt d'aller gratter quelques retweets. C'est assez lamentable, mais qu'on soit bien d'accord, je parle seulement de Raquel Garrido et pas des autres députés NUPES et ou France Insoumise qui ont quand même voté leur motion de censure en accord avec le RN. Ça, c'était un peu beau quand même. Et puis quelques jours plus tard, un rebelote, le pouvoir renforcé dans sa mainmise très autoritaire. On a Éric Dupond-Moretti, alors pareil, lui, je sais même pas pourquoi j'en parle, ça me rend grognon à chaque fois. Bon, quelques jours plus tard, le 25 octobre, il est à l'Assemblée nationale et il nous fait du grand classique, le petit point Godwin qui coûte pas cher. Au fond, il flotte dans notre époque un parfum qui n'a pas le goût sucré des Alizés, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, mais il a l'odeur nauséabonde de 1938. Voilà ce que vous nous faites. Et pendant ce temps, Bruno Le Maire a fait un tweet sur Spider-Man. Ouais. Si, compte officiel de Bruno Le Maire, il a fait un tweet où c'est un mème, tu sais, c'est les images à la con, tu mets une légende et c'est drôle. Déjà, moi, Bruno Le Maire, j'étais mort de rire, mais j'avais pas vu la photo encore. Et voilà, il est ministre de l'économie, ce monsieur. Non, mais je précise, parce qu'il y en a peut-être qui le prenaient au sérieux encore. On continue du côté de la France Insoumise. Alors, des nouvelles d'Adrien Quatennens, on ne sait pas justement, c'est quand même le gros point noir. Cette semaine, dans l'actualité de la France Insoumise, Alexis Corbière était l'invité de BFM TV le 21 octobre et le journaliste est revenu sur l'affaire Adrien Quatennens, ce à quoi Alexis Corbière a dit qu'il n'avait plus de nouvelles. Avez-vous des nouvelles d'Adrien Quatennens? Il n'est toujours pas revenu à l'émission. Comment il va? Est-ce que vous lui parlez? Je ne sais pas. Je lui ai envoyé des messages et il ne me répond pas. Je pense qu'il va pas bien. Alors c'est vrai que ça fait chier, on va pas se mentir, parce qu'au-delà des affaires et tout, ça reste un humain. Donc on espère quand même que ça va, sur le plan physique et psychologique. Mais c'est vrai que là, Alexis Corbière lâche un truc qui est quand même assez inquiétant sur la santé d'Adrien Quatennens, ou peut-être a-t-il seulement voulu prendre un petit peu de recul, ça on ne sait pas. On verra peut-être dans les semaines qui suivent. Le 24 octobre sur BFM TV, alors là on a eu Éric Coquerel. Éric Coquerel, là, qui est donc président maintenant de la Commission des Finances, donc tu vois, il a un poste, il s'en fout. Il a parlé du Qatar, tu sens qu'il n'est pas content. Ah là, des réactions musclées quand même, il balance Coquerel. Vous regarderez quand même la Coupe du Monde, Éric Coquerel? Je m'interroge, parce que le Qatar, ça me pose un sacré problème. Voilà, c'est un problème cornélien, parce que j'adore voir les matchs de l'équipe de France, ou les autres grands matchs, mais le Qatar, ça passe mal. Ça passe mal pour les salariés, les employés au Qatar qui ont été employés comme des esclaves et qui sont morts, vous le savez, par milliers sur les stades. Le problème écologique que ça pose, plus un régime qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas une démocratie. Ah ouais, tu sens que c'est plus des pincettes, c'est des baguettes chinoises, mais bon, qu'importe. Et puis sur l'affaire Quatennens, pareil, rebelote, le journaliste en a parlé, il n'est pas plus bavard qu'Alexis Corbière, mais c'est pas plus rassurant non plus. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a une fois de plus l'inénarrable Sandrine Rousseau, vraiment la Karl Marx du brocoli et de l'éolienne, qui était le 24 octobre sur le plateau des 4 vérités sur France 2. Là, elle a lâché les chevaux. Elle n'en a plus rien à foutre. Ah ouais, elle a distribué des tirs à tout le monde. Ah ouais, non, vraiment plus rien à foutre. Je veux dire, mais Karl Marx, c'est un Playmobil, en fait. Ce monde est fou, les intérêts économiques, le profit, nous conduisent à des erreurs, mais des erreurs historiques, des erreurs extrêmement graves pour notre avenir. On ne peut pas se taire et on ne peut pas laisser le débat se faire sur d'autres bases que ceux de l'écologie et de la transformation de notre économie. Ça n'est pas possible aujourd'hui, c'est dangereux. Donc non, je continuerai à mettre des mots sur ce qui... À provoquer parfois aussi. Et puis encore les grands classiques, tu vois, le petit point Godwin, c'est peut-être là-dessus que se retrouvent pas mal de nos politiciens. Sandrine Rousseau qui a critiqué la poignée de main d'Emmanuel Macron. Parce que tu sais, en fait, au-delà que ce soit le bazar en France, Emmanuel Macron, son truc, c'est les rencontres un peu people. Et il a dit, oui, jamais je m'allierai avec le fascisme, l'Italie, Giorgia Meloni, et tout ça. Bon, alors, une fasciste pro-OTAN, pro-Ukraine, pro-mesure Covid. Donc si ça, c'est le fascisme... qui est qui? Est-ce qu'il a une moustache, tu vois? Parce que c'est vrai que si tu fermes les yeux, tu sais plus trop qui est le plus fasciste des deux. Mais on a eu cette rencontre. Emmanuel Macron, elle est au Vatican, puis après il a rencontré Giorgia Meloni. Une poignée de main. Alors, le jeu d'acteur est lamentable. Je veux dire, François Cluzet, à côté, vraiment, c'est un César l'année prochaine. Parce que, tu sais, il ouvre les yeux en mode, ah, j'ai un peu peur, c'est le fascisme. Non, arrête, Manu. Pourtant, t'as fait du théâtre. On salue ta prof. C'est bon de renaître. Elle m'entend.
Mais voilà, il faut arrêter Mélanie la fasciste, non, il n'y a pas de fascisme là-dedans. Mais quand même, Sandrine Rousseau, il voit plus ou moins qu'un 1938 Munich. Enfin voilà les amis, une semaine chargée qui nous rend grognons, mais on va quand même finir sur une petite note de douceur, une petite note de miel, sur une tartoche de pain complet. Ce sont les pépites de la semaine. Et cette semaine, alors c'est une séquence dont vous en avez beaucoup parlé sur les réseaux, c'était la semaine encore d'avant, je crois, c'était il y a plus de 7 jours, mais je voulais quand même vous la mettre, c'était Philippe Poutou sur le plateau de BFM TV il y a environ 2 semaines, c'était que du plaisir. C'est que par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde en fait. Hein, s'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Ouais. Et Sauf donc, que là, c'est pas pareil. ce qui est important de discuter, c'est ça, c'est que c'est pas juste. Est-ce que ça gêne des gens? Oui, ça gêne des gens. Maintenant, ça gêne des gens parce que ce sont des boulots qui sont incontournables. Et puis le 22 octobre sur France 2, là c'est François Hollande. Alors c'est vrai que bon, je comprends quand même un petit peu les féministes qui lui sont tombés dessus, mais pareil, au bout d'un moment, François Hollande, faut qu'il franchisse le Rubicon. Faut qu'il fasse du one-man show. Parce qu'au bout d'un moment, il est fait pour ça, putain, arrête la politique, Francisco. Voilà, il est fait pour ça. Et la journaliste, donc Léa Salamé, lui parle de Ségolène Royal, un petit jeu, il doit dire des mots, je sais pas quoi, sur des gens et tout ça. Et là, il y a Ségolène Royal, et voilà ce qu'il répond. Vous avez une question à lui poser quand même si c'est la mère de vos enfants. Oui. Bah, il faut que tu t'occupes de la petite. C'est un poil sexiste. Mais c'est vrai que moi, j'ai surtout beaucoup de compassion pour l'enfant en question, dont les parents sont Ségolène Royal et François Hollande. Si derrière tu finis pas avec un tatouage de Jospin sur la cuisse, c'est que tu t'en es bien sorti. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce 75e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous le savez, si vous avez envie de soutenir l'aventure, c'est par là. Ou alors vous pouvez découvrir les autres vidéos, juste mieux. Beaucoup de plaisir, c'est par là. Et puis moi je retourne à mes moutons.